arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Une carte blanche aujourd'hui, carte blanche dédiée à un binôme composé de Pierre et de Michael, une chaîne qui s'appelle La Table en Formica. Et je les ai découverts il y a quelques mois de cela lors d'un live estival complètement improvisé. Je crois que c'était au mois de juin ou juillet, je sais plus. En juillet, je crois. Enfin, je sais plus. Et on avait parlé de Carax, on avait parlé d'Annette, de Verhoeven, je crois. Et ils se sont intégrés, incrustés comme ça dans ce live. Et c'est vrai que à la fin, à l'issue de tout cela, je leur avais dit, il faut absolument qu'on se retrouve pour discuter d'autres choses. Et comme j'ai pas l'habitude de mentir, donc ils sont là. Et effectivement, je leur ai demandé sur quoi ils voulaient parler. Et ils m'ont dit, après réflexion, parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement bienveillants et qui prennent le temps de réfléchir, ils m'ont dit Shyamalan. Alors je me dis Shyamalan, pourquoi pas, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de Shyamalan, mais on va pas tout dire sur Shyamalan. On va se lancer comme ça dans une espèce de chemin, pas trop sinueux, mais on va essayer comme ça de temps en temps de happer certains films et de voir un peu pourquoi ces films-là, pourquoi lui, pourquoi nous, enfin je sais pas, on va voir, on va en discuter. Mais avant tout, bien évidemment, je les remercie d'être là. Comment allez-vous? Bien, ma foi, très bien. Très bien. Hein. Mais pourquoi Shyamalan? Voilà, d'emblée comme ça. Pourquoi? Alors, si vous me dites pourquoi pas, on va aller bien loin. Mais pourquoi Shyamalan? Pourquoi lui? Alors, je vais laisser Pierre répondre parce que même si j'adore Shyamalan, que c'est sans contenir un de mes réalisateurs préférés, je pense que c'est Pierre qui a le plus d'acquaintance avec Shyamalan. C'est moi qui ai proposé ce sujet d'ailleurs. Mais alors, pourquoi Shyamalan? Vaste question. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, pour ceux qui ne nous suivent pas, qui vont être sûrement la majorité des gens qui vont voir cet entretien, j'ai sorti une vidéo en solo sur La Table en Formica où je parle exclusivement pendant 45 minutes de mon rapport à Incassable, qui est un film vraiment fondamental pour moi. Et en fait, pourquoi Shyamalan? Parce que je pense que je suis devenu cinéphile en voyant Incassable. Parce que je suis quelqu'un qui a un rapport très important avec le médium comics. En fait, avant le cinéma, j'étais avant tout un lecteur de comics. Et il se trouve que Incassable, quand j'ai rencontré ce film, c'était dans une période où je m'intéressais beaucoup au découpage, à la mise en scène de la bande dessinée. Et je cherchais à créer ce lien avec le cinéma. Et j'y arrivais pas forcément. Et Incassable, en faisant le pont formel entre la bande dessinée et le cinéma, m'a permis d'avoir cette approche plus de comprendre le médium en quelque sorte du cinéma, d'avoir cette approche didactique qui s'est finalement prolongée. Et finalement, j'ai vraiment l'impression qu'avec le temps, j'ai découvert Incassable quand j'étais en terminale. C'était il y a 3 ans que j'ai découvert Incassable. Et en fait, c'est devenu j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi avec ce film, en fait. Grandi pas dans le sens, j'ai passé mon enfance avec ce film, mais vraiment en construisant un rapport à ce film, en tant que je suis passé en quelque sorte de l'adolescent au jeune adulte, mon regard a changé sur le cinéma, et même sur certains points de ma vie, de mon idéologie et ainsi de suite. J'ai vraiment grandi en rapport avec ce film, et puis j'ai découvert tout le reste de la filmographie de Shyamalan et ça m'a beaucoup parlé, et donc je voulais revenir sur ce cinéaste et je l'ai proposé à Michael qui a très gentiment accepté ma proposition. Un couteau sous la gorge, moyennant un couteau sous la gorge, mais c'est une blague. Mais ça, ce sont les coulisses. Oui, c'est une blague. Ça, ce sont les coulisses de La Table en Formica. Heureusement que tu as précisé que c'était une blague parce que j'étais à 2 doigts d'avoir des sentiments très bizarres. Non, mais Michael, tu dis oui à cela, mais en disant oui, il y a aussi peut-être pour toi peut-être une connexion avec ce cinéma très particulier. Oui, alors j'ai peut-être pas un rapport aussi fort que Pierre au cinéma de Shyamalan, mais c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Notamment un film que j'aime beaucoup, c'est Phénomène, parce qu'en fait Phénomène, je pense c'est un des premiers films quand je suis devenu cinéphile, un des premiers films où je me suis dit les gens disent que c'est un mauvais film, mais j'arrive à y voir quelque chose de bien. C'est peut-être un des premiers films où j'ai développé un avis un peu contre une majorité cinéphilique, et où j'ai réussi à peut-être
commencer à analyser par moi-même un film, en fait. C'est un peu comme ça que j'ai mes débuts analytiques. Je pense que c'est avec des films comme Phénomène, notamment. Donc c'est pour ça que c'est un cinéaste qui me touche beaucoup. Et c'est un de ces films comme La jeune fille de l'eau, Le village ou Signe sont parmi mes films préférés. Hein. Même son dernier, Hold, je l'ai vraiment adoré. Donc c'est un cinéaste qui me touche énormément. Et très content que Pierre me l'ait proposé. Et il faut dire que Le couteau sur la gorge a également aidé à aller jusqu'au bout. Avant de parler, de commencer, enfin de continuer à parler de cette œuvre-là qui est assez importante et foisonnante. Juste une petite question sur la table en formica. Je vous l'avais posé, je crois peut-être lors de ce live improvisé durant l'été 2021, mais je voulais juste savoir. Pour pouvoir contextualiser et savoir aussi un peu, enfin, celles et ceux qui nous regardent, qui vous êtes, voilà. Déjà, pourquoi ce titre, ce très beau titre, et puis surtout, quelle est votre envie de par cette chaîne YouTube et de par ces podcasts. Alors, il faut rappeler que vous aviez fait un podcast sur Carax, si je me trompe pas, sur Zao. Enfin, sur Chloé Zhao, mais je recommande fortement à l'audience de ce podcast, de cette émission, de ne pas aller écouter notre podcast sur Zao. C'est pas bien, ça s'éparpille, le son est pas génial. Allez voir les suivants. Donc il y a Carax, si je me trompe pas, et puis il y a Fabrice Duwels. C'est pas tous les jours qu'on parle de Fabrice Duwels, donc faut y aller, faut regarder ça. Alors pourquoi cette chaîne, pourquoi la table en formica, qui êtes-vous? Alors, l'idée de la table en formica de base est de moi. Parce que je voulais... En fait, tiens, c'est l'occasion de le dire. Samir, tu n'es pas étranger au lancement de la table en formica. Parce qu'en fait, ce qui m'a motivé à le faire, ça fait un moment que je voulais parler de cinéma. Je voulais écrire, au bout d'un moment, écrire peut-être des critiques. Et le truc, c'est que quand je me retrouve seul face à un bout de papier ou un logiciel de traitement de texte, quand je commence à écrire, je ne finis jamais. Et ça, finalement, ça ne se publie jamais. J'ai jamais réussi à publier une critique parce que j'arrive pas à arrêter d'écrire. Il y a toujours des choses, faut toujours revenir. Et donc, je me disais, l'oralité, c'est bien, encore mieux l'échange. Et j'avais un peu ce complexe d'imposteur de me dire, mais est-ce que j'ai des choses à dire? Et je voyais les gens sur YouTube et je me disais, parce que je me disais qu'il y a beaucoup de monde qui pense avoir des choses à dire et qui n'a rien à dire. Et finalement, c'est en découvrant Microciné, avec les faits croqués notamment, où en fait j'ai découvert que des gens qui je pensais qu'ils n'avaient rien à dire, avaient des choses très intéressantes à dire quand ils étaient correctement orientés en fait. Et quand on arrivait à pousser la discussion un petit peu plus loin que ce qui s'exigeait eux-mêmes, ils avaient des choses à dire. Et je me suis dit, pourquoi pas moi en fait? Et avec Michael, on discutait déjà beaucoup de cinéma, et donc je savais que lui, il voulait aussi, il avait aussi envie de faire entendre un peu sa voix. Et donc on s'est dit, pourquoi pas lancer un podcast en fait? Et donc on s'est lancé dans l'idée de faire un podcast qui serait pas trop cadré. On se laisserait le temps de parler des choses, d'improviser, de digresser et de discuter librement de cinéastes qui nous touchent. La seule condition pour qu'un cinéaste apparaisse, soit évoqué dans la table en formica, c'est qu'il touche vraiment l'un de nous deux. Au moment où il touche l'un de nous deux, c'est un cinéaste qui a sa place sur la table en formica. Et pourquoi le titre? Parce que Twin Peaks. Parce que c'est une réplique, c'est une réplique du film Twin Peaks Fire Walk With Me, dans une séquence complètement hallucinatoire, celle du personnage de David Bowie, où on a les personnages de la Loge Noire qui disent c'est une table en formica verte et sa couleur, et c'est une réplique qui est tellement lunaire et en même temps tellement marquante qu'on s'est dit ça fait un super nom de podcast. Je partage complètement ton idée. C'est quand même une sacrée communauté, une sacrée secte, la cinéphilie. Hein. Je dis ça en connaissance de cause. Pourquoi selon vous? Alors c'est très simple. Hein. Les questions sont posées peut-être, mais vous n'attendez pas. Je vous donne la parole. Vous êtes à la maison et voilà, vous faites comme vous le sentez. Pourquoi selon vous? Je pense on sera d'accord là-dessus. Pourquoi, selon vous, Shyamalan, depuis 20 ans, donne au cinéma américain cette possibilité d'une forme de maturité dans le questionnement du genre, mais aussi quand il traite de thématiques extrêmement anciens comme
comme la foi, comme l'amour, comme le noyau familial. Mais il y a cette capacité chez Shyamalan à rendre tout cela de forme très mature. Il y a comme si on passait de l'âge à une espèce d'âge adulte assez incroyable. Et on va parler après de sa manière de mettre en scène aussi. Mais pourquoi dans le cinéma américain, Shyamalan représente un cinéaste extrêmement important de par cette manière de réévaluer le spectateur, de le reconsidérer autrement. Michael, je te laisse prendre la parole. Michael, par exemple. Je pense que... On t'entend, Michael. On t'entend bien. J'ai bug son, désolé. Donc, je disais, je pense qu'un des trucs principaux, c'est que dans le cinéma de Shyamalan, c'est bon. Dans le cinéma de Shyamalan, il est beaucoup question de foi, d'imaginaire et de croire en quelque chose. Mais la force de Shyamalan, c'est pas cette imagerie Disney enfantine de dire de croire au merveilleux pour croire au merveilleux. Et c'est de vouloir croire en quelque chose pour se dépasser soi-même. C'est par exemple, je vais prendre un exemple qui fera plaisir à Pierre. On va parler du personnage interprété par Rupert Grint dans la série Servante, réalisée en partie par Night Shyamalan et qui supervise énormément le tournage de la série. Voilà. Le personnage de Rupert Grint dans la série est un personnage qui ne croit en rien du tout. Voilà. Tout ce qu'on lui propose dans la série, il ne croit en rien. Voilà. Et c'est un personnage qui est autodestructeur en fait. Et en fait, c'est d'autres parce qu'en fait, il arrive à se focaliser sur rien. Il n'y a rien qui l'aide. Il n'y a rien qui lui permet de se construire. Alors qu'au contraire, le couple dans Servante va, notamment la mère, la mère dans Servante a perdu son enfant et va faire une dépression. En fait, on va lui remplacer son enfant et elle va croire que c'est son véritable enfant. Et cette croyance, c'est ce qui lui permet de tenir en fait. C'est se construire sur les croyances pour essayer de tenir et de subsister. Mais alors, c'est là que Shyamalan est un cinéaste très intelligent, c'est qu'il va pas montrer ça comme quelque chose de tout blanc ou tout noir. C'est pas les croyances, s'il faut croire, c'est magique, c'est parfait. Non, il va aussi nous montrer les dérives de ça. On le voit peut-être avec le village. D'un côté, quand par exemple, dans le village, il y a toute cette idée que cette communauté qui veut s'effacer des villes, s'effacer du temps pour se protéger. Voilà. Et donc, il va inventer cette histoire de créatures qui rôdent autour du village pour empêcher les gens de sortir. Mais le jour où cette communauté utopique s'effondre parce qu'il y a un meurtre, voilà, le jour où on se rend compte qu'en fait, ce mensonge, il a un mauvais penchant parce que du coup, c'est compliqué d'aller chercher les médicaments pour soigner la personne qui a été blessée. Voilà. Et en fait, c'est cette idée qu'en fait, nous montrer que la croyance, elle a des défauts. Il y a beaucoup de problèmes à pointer dans la croyance. Elle peut mener dans plein de dérives. La secte, pour revenir à Servante, par énormément de secte, Servante. Mais le village aussi, j'appelle ça une secte personnellement. Oui, le village aussi, c'est une secte. Mais disons que c'est un peu plus explicite dans Servante, le niveau sectaire, plus violent en Servante. Oui. Voilà. Il y a cette idée de dire que malgré tous ces problèmes, il faut y croire, mais il faut y croire intelligemment en fait. Voilà. Il faut prendre la croyance et croire ce qui est beau dans la croyance. Et alors là, on parle de La Jeune Fille de l'eau, un des plus beaux films qui ait jamais été fait. La Jeune Fille de l'eau, c'est cette idée de vouloir croire en ce qui est beau. Je réplique que j'aime, une réplique, mais là, c'est une réplique que j'aime beaucoup. C'est un moment, la nymphe qui est dans le film est blessée par la créature antagoniste. Et il y a tous les personnages qui doivent se réunir pour la guérir. Et évidemment, si vous avez vu La Jeune Fille de l'eau, vous savez qu'en gros, il y a plein de héros, entre guillemets, qui sont destinés, qui doivent être réunis, qui sont des locataires de l'immeuble, qui doivent être réunis pour pouvoir faire le rituel qui doit sauver la nymphe. Et il se trouve qu'en fait, ils se trompent de personnages. La première fois qu'ils font le rituel, ils interprètent mal les signes. Ils croient que celui qui doit être la soigneuse, c'est un personnage qui n'est pas censé être elle. Pareil pour l'interprète, pareil pour tout ça. Et en fait, tous les rôles sont dispersés. Du coup, ça marche pas. Et du coup, c'est un personnage qui, au début, voulait croire très fort en cette magie, au fait à l'existence de créatures magiques, en l'existence de pouvoirs, qu'ils avaient un pouvoir en eux, se mettent à rationaliser et à dire non mais là c'est bon, il faut appeler l'hôpital, c'est une femme blessée, il faut appeler un hôpital,
faut arrêter de faire semblant, en fait. Ouais, j'ai vraiment très envie d'y croire. Et là, il y a un personnage qui sort, qui demande au personnage principal, s'il vous plaît, juste une fois, prouvons que les histoires existent. Prouvons que les contes peuvent être réels. Voilà. Et c'est ça qui est beau, parce que ce conte, du coup, qui est réel dans la jeune fille d'eau, il comporte également des dangers. On nous parle de chiens qui dévorent les nymphes. On nous parle de singes maléfiques qui est cruel. Donc, il y a de la cruauté dans cette croyance. Mais ce que nous demande la jeune fille de l'eau, c'est pour lutter dans la cruauté, c'est de croire à la beauté, en fait. C'est de nous dire, voilà, cette croyance, dans tous les cas, elle existera. Dans tous les cas, elle existera, qu'on croit au conte ou pas, il y aura forcément quelque chose. Mais si on croit en ce conte, on peut également voir ce qui est beau là-dedans, et ce qui nous permet de lutter contre ça, contre les dérives même de la croyance. Avant que Pierre réponde à ma question, je me permets une autre question parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire, Michael, sur prouvons que les histoires existent. C'est intéressant parce que ça peut aussi, on peut aussi le voir comme prouvant que la fiction existe. Sixième Sens, il y a Sixième Sens qui parle de cela. La Incassable, peut-être me concernant le beau et le plus grand film sur la notion de super-héros, et dans lequel pendant plus d'une heure il y a un amateur de comics, un malade mental du comics qui dit à quelqu'un en gros ta fiction existe, tu existes en tant que fiction. Et il y a aussi le village où on est dedans, il y a Phénomène, enfin il y a plein de choses qui en fait c'est ça, c'est de nous dire à nous spectateurs, il faut bien voir les choses pour croire que la fiction puisse exister. Je trouve que c'est exactement ça. Shyamalan travaille beaucoup sur ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cela. Pierre, par exemple, par rapport à est-ce qu'on peut relier la notion de spectateur dont je te parlais avec ce que vient de dire Michael sur prouvant que l'histoire existe, les histoires existent, pardon. Vois-tu, alors ce que tu dis sur la fiction, alors j'allais dire que j'allais répondre à Michael en disant que j'avais une légère divergence d'interprétation de lecture de la filmographie de Shyamalan en disant pour moi Shyamalan il veut pas qu'on croie dans la beauté, il veut qu'on croie dans la fiction. J'allais dire exactement ça. Donc tu as très bien anticipé ce que j'allais dire. Et alors pour moi Shyamalan en fait il y a pour moi il y a trois tu vois tu parlais de passage à l'âge adulte. En fait pour moi le cinéma de Shyamalan a ça d'intéressant qu'il s'inscrit dans une démarche didactique. On voit qu'il prend la forme du conte, voire plus de la fable. On dit beaucoup que Shyamalan est un conteur. Pour moi, c'est un fabuliste. Et pour moi, il y a trois étapes en fait dans l'évolution du regard du spectateur quand il regarde un film de Shyamalan. Il y a d'abord ce que j'appelle le premier stade, c'est apprendre à voir les signes, apprendre à voir dans le monde dans le monde qui nous entoure, apprendre à avoir du sens, à s'accrocher à des signes. Voilà. Et ensuite, deuxième stade, après qu'on ait appris à les voir, il faut accepter de croire dans le sens de ces signes. Accepter d'y croire, et c'est une forme de foi que je trouve très intéressante parce que c'est une foi qui n'est pas la foi religieuse sacrée habituelle, c'est au contraire une foi purement fictive. C'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est la foi d'un gamin de 3 ans qui joue sur des rochers en disant que c'est des dinosaures ou que c'est des châteaux ou que c'est des montagnes. C'est dire, je sais que c'est faux, mais j'accepte de le ressentir comme si c'était vrai. Et ça, c'est un pacte. En fait, c'est le pacte établi avec la fiction. C'est accepter de voir des signes, de voir des éléments presque, des éléments de sens qui relèvent de la fiction dans le réel et accepter ce pacte de croyance avec la fiction. Et ce sont les deux premiers stades où Shyamalan se pose en quelque sorte en professeur, on va dire, où il apprend quelque chose au spectateur. Mais ce qui est intéressant, la didactique, c'est pas juste expliquer, c'est permettre au spectateur de se réapproprier les concepts que le professeur a transmis. Et donc, ça nous amène au troisième stade qui est pour moi le plus important, c'est que le spectateur doit, à la fin, être capable de créer son propre sens, ses propres valeurs, sa propre fiction. Et tout ça, ça sort... Et donc, c'est une prise de maturité pour le spectateur qui doit, à partir de ce... En fait, on lui montre des personnages qui apprennent à voir et à croire, et à partir de là, le spectateur doit, lui, à un moment, être capable lui-même de créer son propre récit
du monde qui l'entoure. Et ça se traduit pour moi par... alors, ça se traduit pas uniquement par ça, mais ça m'interpelle sur 2 points qui sont notamment... alors, il y a l'ambiguïté morale, notamment du cinéma de Shyamalan, qui est un point, on va dire, d'écriture du cinéma de Shyamalan dans ses partis pris moraux, qui pour moi sont des partis pris moraux qui, a priori, sont naïfs. Quand on s'y intéresse un peu, des fois, c'est très tordu, je trouve, la morale chez Shyamalan. Et il y a aussi l'utilisation, je pense qu'on y reviendra quand on parlera vraiment de la mise en scène de Shyamalan, mais on a son travail extraordinaire du hors-champ, qui est primordial dans sa filmographie. Hier soir, je revoyais Incassable, et l'utilisation du hors-champ dans Incassable, qui n'est pas l'utilisation du hors-champ la plus visible, en plus, chez Shyamalan, est pour moi assez extraordinaire, on va dire. Mais pour parler de l'ambiguïté morale, qui traduit une forme de maturité chez Shyamalan, et qui, du moins, questionne, je voulais citer un petit passage d'un bouquin sur Shyamalan, ceci, Contes de l'au-delà, le cinéma de M. Night Shyamalan, ouvrage collectif dirigé par Hugues de Rollet. Et je voulais citer un passage de... C'est édité chez qui? C'est édité chez les éditions Vendémiaire. Ah oui, alors attends, je vais te mettre en gros plan, j'aimerais bien que tu montres Oui. Alors attends, 2 petites secondes, voilà. Donc, voilà, le bouquin. Alors, il est un peu vieux, je sais plus quel... je sais qu'il s'arrêtait après After Earth, en fait. D'accord. Ouais. Oui, il est un peu ancien. Oui, il n'y a pas le retour de Shyamalan avec les 3. D'accord, ok. Non, il s'arrête entre After Earth et Wayward Pines, en fait. Ah oui, dans l'analyse. Voilà. Et je voulais citer un petit passage écrit par Christophe Benet, qui s'inscrit dans un chapitre qui s'appelle La vie après la mort et qui étudie le rapport de Shyamalan à la foi. Et je veux le citer parce que je le trouve très intéressant, mais j'en ai pas du tout la même lecture. Alors, alors je cite: si Shyamalan, un bien peut naître d'un mal, l'homme qui provoque le mal parce qu'il a la conviction que cela conduira à un plus grand bien ne peut être que malfaisant et nuisible. Elijah se trompe parce qu'il est resté au premier stade de la foi, où les super-héros se confondent avec les icônes religieuses et les grands joueurs de basketball. Il n'a pas vécu une épiphanie semblable à celle des personnages principaux de Shyamalan, tel un élève trop impatient qui voudrait tout de suite appliquer une formule mathématique pour résoudre un problème. Or, c'est avant tout le raisonnement qui compte. Même le pasteur de cygne, que l'on pourrait croire plus armé qu'un autre contre le malheur, doit suivre un chemin spirituel mature et courageux. Alors, je trouve que la réflexion est très intéressante dans le cheminement, parce que ça prolonge cette idée d'un cheminement didactique chez Shyamalan, d'une nécessité de passer à un stade supérieur, mais je trouve que l'analyse de Benet est trop religieuse, en fait. Il fait de Shyamalan un cinéaste qui fait passer le spectateur de la foi dans les icônes pop, en quelque sorte, dans les icônes du genre, de la pop culture, que ce soit les super-héros ou alors les icônes, que ce soit les icônes pop comme le super-héros ou les joueurs de basket et ainsi de suite, ou les icônes du genre, on va dire, le merveilleux, le conte. En fait, et il dit, et ce que Benet fait sous-entend, c'est que il faut, chez Shyamalan, passer à un stade supérieur qui est la croyance dans le Dieu chrétien. Il le dit explicitement. Et pour moi, c'est fondamentalement faux, et ça s'est traduit de plus en plus au fur et à mesure de la filmographie de Shyamalan. Ce qui m'intéresse dans le rapport à la foi de Shyamalan, c'est sa non-croyance en Dieu, en fait, et sa foi finalement très éclectique, issue probablement du fait que il est issu d'une famille indienne qui a émigré aux États-Unis. Il a étudié il a fait sa scolarité dans des établissements chrétiens, avec à côté une famille qui partageait toutes les spiritualités indiennes. Et donc finalement, c'est aussi un enfant justement de la pop culture, ainsi de suite. En fait, il a accumulé tout un éventail de croyances dans des fictions très différentes, dans des récits très différents. Et ce qui m'intéresse dans la filmographie de Shyamalan, c'est justement cette manière qu'il a de ne pas les hiérarchiser. Pour moi, il n'y a pas de stade dans les objets dans lesquels on croit. Il y a des stades chez Shyamalan dans la manière avec laquelle on croit. Il y a une forme de lucidité qui s'établit dans la manière avec laquelle les personnages croient dans la fiction. Je sais que c'est faux, mais j'accepte de le ressentir comme si c'était vrai, de me construire mon propre récit. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça donne ce personnage fabuleux qui est Mr. Glass, donc Elijah Price dans Incassable et dans Glass,
qui est justement ce personnage qui, alors, l'analyse de Benet, pour sa défense, a été écrite bien avant la sortie de Glass. Et donc, on pouvait encore voir unilatéralement Mr. Glass comme un méchant perdu dans sa foi. Le truc, c'est qu'il y a Glass qui est arrivé après et qui fait de Mr. Glass, en fait, un personnage extrêmement tordu parce que quasiment messianique. On voit dans Glass, je pense que c'est évident que Shyamalan s'identifie très profondément au personnage d'Elijah. C'est le créateur qui crée des super-héros qui va transformer le monde en acceptant de croire dans des idées délirantes et jusqu'au boutiste, et finalement d'aller jusqu'au bout par le sacrifice même. C'est ça qui est tordu, c'est le rapport au sacrifice du personnage de Mr. Glass qui en fait il veut de mal à personne, en fait il veut le bien de tout le monde et surtout le sien, il veut juste trouver sa place et que tout le monde trouve sa place, et pour ça il commet des attentats en fait. Mais ce qui est intéressant de Shyamalan, c'est justement qu'il ne le présente pas pour moi comme un personnage qui se trompe dans sa foi. C'est beaucoup plus tordu que ça. Il le présente comme un méchant, un psychopathe tordu, mais en même temps, est-ce qu'il a tort? C'est un peu la question qu'on se pose quand on voit les conséquences de ce qu'il a accompli, c'est-à-dire l'émergence d'un véritable super-héros, en fait, la réalisation dans le monde réel d'un fantasme fictionnel. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, Mr. Glass, pour moi, c'est le personnage qui a le plus peut-être accompli le cheminement de Shyamalan, parce qu'il en est venu non pas à se résigner au destin, mais à créer ses propres valeurs, à créer son propre destin et à rendre réelle la fiction dans laquelle il croyait. Est-ce que vous avez eu l'occasion, je sais pas, moi je sais que j'ai pas eu cette occasion-là malheureusement, de voir les 2 premiers longs métrages de Shyamalan, c'est-à-dire les 2 films qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on connaît de lui depuis 98-99 avec Sixième Sens. Est-ce que vous avez eu cette occasion-là? Malheureusement, j'ai pas pu les voir. Praying with Hunger, j'aurais pu le voir, mais il est disponible sur YouTube, Praying with Hunger, mais en qualité VHS sans sous-titres. Et donc et vu que le son est pas génial, même si je comprends plutôt bien l'anglais, je me suis pas lancé là-dedans parce que je me disais que j'allais probablement perdre beaucoup d'éléments intéressants. Mais alors, comment vous pouvez expliquer il arrive comme ça en 99 avec ce film qui s'appelle Sixième Sens. Je vais délibérément être naïf. C'est-à-dire que, à part le twist que l'on connaît, enfin maintenant pratiquement tout le monde connaît le twist final de Sixième Sens, mais quand même, qu'est-ce qui a fait que ce film a énormément marqué les spectateurs de cette époque, de cette année-là? Qu'est-ce qui a fait qu'il se passe quelque chose avec ce film? Il s'est passé quelque chose avec ce film, à l'exception du twist, je ne veux pas rester sur le twist, je veux vraiment parler là pour le tout de l'entièreté de sa mise en scène. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'assez incroyable qu'on n'avait pas l'habitude de voir et que Shyamalan a ramené comme ça sur l'échiquier du cinéma américain, voire mondial? Qu'est-ce qui fait qu'il s'est passé quelque chose avec ce film? Michael, par exemple. Je pense qu'en grande partie, il y a la notion didactique du cinéma de Shyamalan, comme on parlait Pierre. C'est cette idée de, par sa mise en scène, expliquer son film. C'est les récurrences de couleur rouge, quand on voit le personnage de Bruce Willis, les interactions entre les personnages qui nous font déjà... Quand on a le twist, on remet toutes les pièces du puzzle ensemble, mais on peut le comprendre avant même d'avoir le twist. Ça, un truc de Shyamalan, ça peut se deviner très rapidement si on arrive à analyser, si on a l'habitude un peu de son cinéma, qu'on arrive à analyser un peu ses symboles. Mais Shyamalan, aime un peu moins Sixième Sens aujourd'hui, il le dit, et je peux comprendre pourquoi, parce qu'en fait, dans Sixième Sens, il nous donne toutes les pièces du puzzle et il nous apprend à l'assembler. Il nous apprend comment assembler un puzzle pour comprendre son film. Exactement. Alors que dans ses films suivants, Shyamalan, il va donner plein de pièces de puzzles les unes après les autres. Et à chaque pièce, tu te rends compte que la pièce précédente, tu peux la placer à un autre endroit. Et à chaque pièce, tu peux la bouger. Et en fait, tu te rends compte que tu peux voir le film de 1000 manières différentes, que en fait, tu peux faire ton propre puzzle avec le film. En fait, tu te rends compte que c'est pas un puzzle, c'est une boîte de Lego. Tu peux faire ce que tu veux avec. Voilà. Alors que Sixième Sens, c'est pour ça que je pense que Sixième Sens, c'est souvent un des Shyamalan préférés du grand public. Après, il a commencé un peu à perdre le spectateur, justement parce que dans ses films suivants, j'ai eu peur que tu me dises spectateur.
Alors, je t'interromps, j'ai eu peur que tu me dises spectateur lambda, et là, ça serait, là, je serais devenu fou, là. Pardon, c'était une private joke. Excuse-moi, Michael. Surtout qu'en plus, il y a même beaucoup de cinéphiles qui ont perdu Shyamalan. Enfin, je veux dire, après Signe, il y a beaucoup de cinéphiles qui ont commencé à dire que Shyamalan c'est un mauvais réalisateur, ce qui est faux. Voilà. J'ai même envie de dire que c'est une ignominie de dire ça. Et donc, cette idée, par exemple, Signe, quand on regarde Signe, on peut la voir du point de vue de Mel Gibson, on peut voir le film du point de vue de Mel Gibson, qui interprète tout ce qui se passe dans le Signe pour lui permettre de retrouver sa foi. Et on peut aussi se rendre compte que tout ce qu'il voit dans le film sont des interprétations. À aucun moment, on ne peut dire exactement que la façon dont interprète Mel Gibson le film, à aucun moment on peut dire que c'est vrai. Par exemple, un truc tout bête, mais le fait que les aliens soient les antagonistes, on n'en a strictement aucune preuve. Le seul truc qui tend à dire que les aliens sont méchants, c'est qu'à un moment, le personnage de Joaquin Phoenix dit à Mel Gibson qu'il a entendu à la radio que des aliens attaquaient des gens. Et on remarquera aussi que dans Signe, en fait... Et on voit aussi que dans Signe, en fait, le seul alien qui est hostile, c'est un alien qui, a priori, s'est fait couper les doigts par Mel Gibson, en fait. Donc, il a toutes les raisons d'être hostile, mais en fait, on n'a jamais d'alien qui engage explicitement les hostilités. Il bute le chien. Il bute le chien. Oui, il bute le chien. Mais à part ça, quand tu le vois combattre contre Joaquin Phoenix, à aucun moment il rend les coups, par exemple. Et même le chien, il semble que c'est hors champ, le chien. Oui, c'est hors champ. Donc à aucun moment tu ne le. Oui, d'ailleurs, il le garde hors champ, c'est vrai. Tu vois. Donc à aucun moment tu ne vois aucun signe d'antagonisme de la part des aliens. Donc tout ça n'est que pure interprétation. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est que il te donne vraiment plein d'éléments et il te dit regarde-les, interprète-les comme tu peux. Alors que dans Incassable, il nous explique comment interpréter les éléments qu'il nous donne. Donc je pense que c'est pour ça que Sixième Sens, pardon, pas Incassable, Sixième Sens. Pour ça, je pense que Sixième Sens est sûrement le film le plus populaire de Shyamalan auprès du plus grand public possible, cinéphile comme non cinéphile, parce que c'est un film, c'est une leçon en fait. Il t'explique pleinement comment vivre son film et comment l'appréhender. Donc c'est très facile. C'est très bien, quand je dis facile, c'est pas un défaut, hein, je précise au cas où, c'est très bien Sixième Sens. Mais je trouve ça plus intéressant ce film suivant, c'est qu'il est beaucoup plus permissif. D'ailleurs, je me permets déjà une digression parce que c'est un truc que je me tiens à la fois. Il y a dans les signes, il y a une figure qui est très utilisée dans ces matchs Shyamalan, c'est le fusil de Tchekhov. Pour revenir avec Signe, il y a cette batte de baseball qu'on voit accrochée sur le mur tout le long du film et qui, à la fin du film, sert d'interprétation pour Joaquin Phoenix tabasse l'extraterrestre. Et le fusil de Tchekhov, c'est un truc qui revient souvent dans la filmographie de Shyamalan, mais il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est dans Hold, son dernier film en date. Est-ce que tu pourrais expliquer dans Hold. Je me permets de te couper la parole et j'en suis désolé. Juste expliquer le fusil de Tchekhov. Parce qu'il est, oui. Parce que bon, et c'est possible qu'il y en ait quelques-uns qui ne savent pas ce que c'est. Donc, si tu pouvais contextualiser. Non, mais tu fais bien de me rappeler. J'aurais dû le faire d'entrée. Alors, le fusil de Tchekhov, ça vient du théâtre. Ça vient de Tchekhov. En gros, Tchekhov, il disait si dans le premier acte d'une pièce de théâtre, au mur, il y a un fusil d'accroché, dans l'acte 2 ou 3, ce fusil doit servir à quelque chose. Donc, le fusil de Tchekhov, c'est le fait d'instaurer un objet pour que plus tard dans le récit, il serve à quelque chose. Voilà. Donc, par exemple, la batte de baseball dans Signe, on la voit accrochée au mur tout le long du film. On sait que le personnage de Joaquin Phoenix était un batteur de joueur au baseball. Et il y a également cette phrase que dit la femme de Mel Gibson quand elle meurt à ce dernier, qui dit dis à Meryl de frapper fort. Voilà. Exactement. Donc, il y a plein d'éléments qui nous disent que cette batte de baseball va servir à quelque chose. Et dans Hold, alors pour ceux qui n'ont pas vu Hold, je pense qu'il y en a beaucoup parce que Hold, c'est pas ultra bien marché. C'est récent aussi. C'est dommage parce que. Mais il n'y a pas de problème chez moi. C'est un chef-d'œuvre. C'est un très bon. C'est un film que j'ai revu et que je réévalue encore plus. Je le trouvais intéressant, mais malgré quelques. Et là, je l'ai revu et je le trouve finalement très intéressant. Mais je pense que peut-être pas très bien. Enfin, peut-être assez incompris. Mais là où je veux en venir, c'est que vous pouvez spoiler. Hein. Moi, sur Microciné, il n'y a aucun problème parce que pour moi, c'est pas le plus important de spoiler. Ça me dérange pas du tout. Donc, allez-y. Je vous en prie. De toute façon, pour expliquer ce que je voulais expliquer, j'étais un peu obligé parce que ça arrive à la fin du film. Et donc, en gros,
Donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, je reprends la phrase. Le principe, c'est que plusieurs personnes sont enfermées sur une plage, sont bloquées sur une plage, en fait, sur laquelle ils vieillissent beaucoup plus rapidement. Et donc, il y a un enfant dans ce groupe de personnes qui, avant d'aller sur la plage, à l'hôtel de l'île, discutait avec l'enfant qui était le fils du propriétaire de l'hôtel, qui est celui qui les a fait enfermer sur la plage. Et ils jouaient ensemble, et ils jouaient en fait avec des bouts de papier sur lesquels ils marquaient des codes. En gros, c'était des papiers qu'ils ouvraient de certaine façon. Il y avait des codes qu'ils devaient déchiffrer. C'était inventé un petit jeu comme ça. Et le fil de Tchekhov de Hold, c'est qu'en gros, l'enfant, en partant sur la plage, emporte un des bouts de papier que lui a donné son ami. Et en fait, sur ce bout de papier, le code à déchiffrer, c'était le moyen de s'échapper de la plage. Parce que, comme son ami, c'était le fils du patron de l'hôtel, donc il sait comment s'échapper de la plage, il sait qu'il fallait passer par les coraux, sous la plage, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jeu de Tchekhov, il convoque une autre figure qui est le chat de Schrödinger. Le principe du chat de Schrödinger, c'est que si on met un chat dans une boîte, le chat existe et n'existe pas en simultané. Et bien là, c'est le même principe. Tant qu'il n'ouvre pas, qu'il ne décode pas le bout de papier, cette solution magique qui relève limite du Deus Ex Machina, elle existe et elle n'existe pas en même temps. Et donc, c'est cette force enfantine de juste s'amuser, parce qu'il fait même pas ça dans l'espoir de sortir, il fait juste ça pour s'amuser parce qu'il en a envie. Voilà. Et donc, c'est parce qu'à ce moment-là, dans le film, ils ont passé plusieurs heures, donc c'est un adulte, il a la 40-50aine à ce moment-là dans le film, l'enfant. Et donc, c'est cette envie d'un adulte qui a envie de retrouver cette foi d'enfant, cet amusement en donjon secret un peu un peu comme ça, un peu naïf, et par ce retrouvement de cette foi enfantine, de cette croyance enfantine du jeu, de l'amusement, il arrive à créer lui-même cette porte de sortie. Voilà. Donc c'est ça que je trouve très intéressant sur Tchekhov, c'est de convoquer cette figure de Schrödinger et de cette figure il aurait pu avoir tout et n'importe quoi sur le bout de papier, mais il y a pile ce qu'il faut. Voilà, il y a pile ce qui permet de sortir. Donc ça, c'est pour ça que je trouve que c'est sûrement l'utilisation de Philippe Tchekhov la plus intéressante chez Shyamalan. Est-ce que Pierre, Ça, ma digression. Non, mais très bien. Et moi, je suis pour. Mais est-ce que Pierre, comme Michael, il y a cette idée que, et aussi, je te rejoins, Michael, à 100%. Il y a cette idée que il y a eu Sixième Sens, c'était bien, mais que ensuite il se passe quelque chose de peut-être beaucoup plus expérimental, donc de beaucoup plus intemporel et beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'il y a cette idée-là te concernant? Alors chez moi, oui, mais chez Shyamalan aussi, parce que Shyamalan aujourd'hui, j'avais lu une de ses interviews qu'on lui avait donné avant Hold, en fait, et on lui demandait dans les films que vous avez réalisés, quels sont les films que vous préférez? Et lui, il répond, contre toute attente, il répond Incassable, La jeune fille de l'eau, The Visit et Hold. Je pense que personne s'attend à ce qu'il réponde exactement ça, quoi. Incassable peut-être, mais La jeune fille de l'eau, The Visit et Hold, dans ses préférés qu'il a fait, c'est pas intuitif, je pense, pour la majorité des gens. Et on lui demande, mais Sixième Sens, quand même, vous avez votre plus gros succès avec ça. Et il dit, oui, non, mais Sixième Sens, c'est bien, mais c'est quand même un peu un film en costard-cravate. Eh oui, c'est exactement ça, en fait. C'est ça, d'accord. Et c'est comme ça que Shyamalan voit son propre film. Et il dit, justement, après, j'ai commencé à écrire des choses un petit peu plus ambiguës et un petit peu plus tordues. Et moi, ça m'amuse quand les choses sont plus tordues. Et c'est exactement ça qu'il a répondu, Shyamalan. Et pour moi, c'est vrai, c'est à partir d'Incassable, il commence à tordre un peu moralement les choses. Et puis, même, il y a des partis pris formels dans Incassable qui sont, typiquement, le choix du noir et blanc sélectif avec juste une couleur éclatante dans la scène des visions. Dans Incassable, ça, pour le coup, c'est une audace formelle, pareil. Mais tout ce qui touche à Mr. Glass, en fait, Shyamalan qui aimait bien avoir ses plans parfaitement composés, parfaitement lisibles, parfaitement nets dans Sixième Sens, on remarquera que Mr. Glass, en fait, tout ce qui touche à Mr. Glass est filmé soit à travers le reflet dans une vitre de verre, soit à travers un miroir, soit dans le reflet d'une télé cathodique. Enfin, d'un seul coup, l'image devient déformée par quelque chose. En fait, l'image qui était parfaitement millimétrée, parfaitement composée dans Sixième Sens devient d'un seul coup plus audacieuse et choisit de brouiller les pistes, en fait, d'insuffler un léger décalage de point de vue
par simplement la composition des images avec un obstacle de verre ou de miroir, un reflet. Tout de suite, ça devient moins explicite et ça demande un acte de lecture de la part du spectateur. Encore une fois, cet acte de création de sa propre fiction, et ça rejoint l'idée du hors-champ qui est extrêmement travaillé par Shyamalan dans Old. On remarquera dans Old, ce qui a particulièrement marqué, c'est qu'il a été extrêmement radical là-dessus. Tous les événements importants du film, tous les événements importants de Old, tous sans exception, se passent hors champ. Tout. Exactement. Et ça travaille aussi, c'est ce que j'appelle Shyamalan, il y a cette chronologie du hors champ qui est souvent et qu'il a surtout développé à partir d'Incassable pour moi, qui est de d'abord montrer un événement hors champ et ensuite de le ramener dans le champ, en fait. Un peu comme s'il incitait le spectateur à créer sa propre lecture, à imaginer comment cet événement s'est passé. Et ensuite, dans une optique de dialogue, il en donne sa propre interprétation, en fait. Un film avec Shyamalan, c'est tout le temps un dialogue, en fait. Au départ, il se pose dans Sixième Sens, il se posait quasiment entièrement en professeur, en fait. C'est-à-dire, je transmets quelque chose au spectateur. Et après, à partir d'Incassable, il s'est dit, bon, maintenant, le spectateur, il est mature. Donc, on va bien sûr déployer tout ce dispositif didactique d'apprendre au spectateur qui n'est pas encore éveillé, en quelque sorte, à voir les signes et à créer sa propre fiction. Mais le spectateur qui a déjà cette maturité, on va se lancer dans un dialogue avec lui. Je vais créer ma propre fiction, il va créer la sienne et on va les mettre en relation. Il y a cette complicité qui se crée avec le spectateur. Oui, Michael, vas-y, je t'en prie. Là-dessus, j'aimerais rebondir sur un truc. C'est souvent dans ces films, Shyamalan interprète des petits rôles, les personnages, et ils sont toujours très intéressants. Et là, ce que dit Pierre, ça me fait penser à deux de ces personnages, celui dans Le Village et celui qui interprète dans Old. Et en fait, par exemple, le personnage dans Le Village, c'est par contre, à la fin, Le Village, on découvre qu'en fait, il est dans une réserve naturelle cachée. Et quand l'héroïne du village sort du village pour aller chercher les médicaments, qu'elle enjambe la barrière, elle trompe. Et qu'on est au présent. Et qu'on est au présent, on n'est pas dans un passé, voilà, on n'est pas au XVIIe siècle, on est au présent. Voilà. Elle tombe du coup sur un garde qui garde la réserve en fait, et elle lui demande des médicaments. Allô? Oui, on t'entend. On t'entend bien. Parce qu'en fait, j'ai StreamYard qui a freeze en fait. Comme je voyais plus personne bouger, j'ai cru que j'avais crash. Non, c'est bon. C'est bon, tu peux continuer. Bon, du coup, je continue. Donc du coup, et il tombe sur ce garde du coup de la réserve, et elle lui demande les médicaments. Et lui, sympathique, il va dans le cabanon, c'est qu'à son supérieur, pour aller piquer les médocs, pour l'aider. Et son supérieur, il est vraiment. On comprend qu'il est très à cheval sur les règles, qu'il veut pas toucher à 1 millimètre en fait de cette réserve. En fait, il dit ne cause pas de problème. S'il y a des jeunes, il ne faut pas que les gens aillent là-bas. En fait, on comprend qu'il est vraiment très strict et qu'il protège au millimètre cette réserve dans laquelle se trouve ce village, en fait. Et moi, je vois là l'idée qu'en fait, Shyamalan, il nous donne. Et le garde en question, et le supérieur en question est interprété par Shyamalan, c'est ça que tu as oublié de dire. Oui, ça que je dis, voilà, le supérieur est interprété par Shyamalan. Et en fait, il y a cette idée que Shyamalan nous donne un truc très strict, et en fait, il demande à ses personnages et aux spectateurs de s'en échapper. Voilà, comme son employé qui va voler les médicaments pour le donner à l'héroïne, comme l'héroïne qui sort du village, et voilà, il y a cette idée de se mettre strict, mais qu'il faut s'en échapper en fait. Et c'est encore plus explicite dans Old, parce que dans Old, c'est le personnage interprété par Shyamalan qui emmène le groupe de touristes sur la plage. Et ensuite, de loin, il les observe avec une caméra pour voir leur réaction. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi pour vous, ça? Le fait qu'il soit en haut. Je suis désolé, on fait plein de digressions, mais ne vous inquiétez pas, je note tout. Donc, on reviendra sur tout, vous inquiétez pas. Mais c'est passionnant ce qu'on est en train de faire. Mais ça veut dire quoi, ça? Pardon de t'avoir interrompu, Michael. Il est en haut comme ça d'une falaise, il les a regardés, il les a photographiés, enfin, je veux dire, qu'est-ce que, c'est rare de voir, enfin, Shyamalan n'a pas été aussi frontal que ça dans ses précédents films. À part quelques-uns, mais. Si je peux prendre la parole rapidement. Ça rejoint ce que je disais. Pour moi, en fait, à partir du moment où on a vu Old et ce plan de Old où on voit Shyamalan derrière sa caméra en train de filmer les personnages qui vivent un enfer, on ne peut pas soutenir déjà qu'il ne s'identifie pas à Mr. Glass dans Glass, parce que en fait, il se donne le rôle. En fait, il se donne presque le rôle du méchant, en fait. Et c'est pas la première fois que Shyamalan se donne le rôle du méchant, mais là, c'est un peu, en fait,
il y a cette idée chez Shyamalan qui il prend pour moi, il y a ce côté extrêmement méta. En fait, Shyamalan, il prend le spectateur, il le met sur cette plage, et il lui fait vivre un calvaire avec les personnages de cette plage, et c'est censé aider à faire grandir justement le spectateur, comme les personnages de Hold. Mais ce qui est intéressant, c'est ça rejoint un peu. En fait, c'est un peu l'idée qui est développée dans Split et Glass à travers le personnage de James McAvoy. Ceux qui sont brisés sont plus forts, en fait. C'est cette idée. En fait, pour moi, ce qui fait Shyamalan, c'est qu'il fait à travers cette plage, en fait, il brise le spectateur et il brise les personnages qui sont sur la plage, en fait. En les regardant de loin, il leur fait vivre cette expérience en tant que cinéaste démiurge. Et ensuite, il les fait grandir. Mais ce qui est magnifique, c'est que la création devient plus forte que le créateur. Et parce qu'au bout d'un moment, Shyamalan finit par détourner le regard en disant bon, c'est bon, ils sont morts. Il détourne le regard, et c'est quand il détourne le regard que les personnages arrivent à s'échapper. Au bout d'un moment, en fait, finalement, Shyamalan a beau être un professeur, a beau être un cinéaste démiurge, sa création finit et finira toujours par lui échapper et par le dépasser. Le spectateur finira toujours par dépasser le maître, et finalement, il peut essayer d'enfermer tout ce qu'il veut dans sa caméra. Il ne pourra enfermer que ce qu'il regarde, et il y aura bien un moment où il détournera le regard, où il y a un truc qui arrivera derrière son dos, et c'est ça qui l'intéresse, c'est de laisser vivre le hors-champ, de laisser vivre ce qui arrive derrière son dos, de laisser vivre ce que le spectateur imagine que lui n'avait pas imaginé. En vrai, il y a cette démarche de grandir, de créer sa propre fiction, et d'être même dépassé par la fiction qu'on a créée. Et finalement, il y a cette idée justement que en faisant subir le film au spectateur, il en ressortira grandi et presque peut-être meilleur que Shyamalan lui-même, en fait, dans sa capacité de création, dans sa capacité de maturité. Et ça rejoint, pour aller d'un point de vue méta, ça rejoint ce qu'il a fait sur Servante, sur sa série Servante. Qu'est-ce qu'il a fait? Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est que, il le dit à chaque fois qu'il parle de Servante, il n'a pas juste fait un casting d'acteurs, il a fait un casting de réalisateurs de cinéma dont il avait vu des films prometteurs, dont par exemple Julia Ducournau. Exactement. Julia Ducournau, elle a bossé sur Servante avant de faire Titane. Et voilà, c'est cette idée. Shyamalan a dit, j'ai été voir plein de festivals de cinéma de genre, et j'ai noté sur un petit papier les cinéastes que je pensais avaient un regard à développer. Et je les ai pris sous mon aile, je leur ai fait bosser à ma manière, et je leur ai dit, bon, maintenant, vous avez le cadre et la rigueur, notamment par le storyboard. C'est pas si courant pour une série télé, mais il leur a forcé, il les a fait storyboarder chaque plan de chaque épisode des épisodes qu'ils allaient réaliser, en fait. Enfin, comme Shyamalan, pour travailler ses films, il s'enferme tout seul dans une pièce pendant des mois, et il fait du script et du storyboard jusqu'à ce que tout le film soit dessiné avant qu'il soit, pour pouvoir laisser vivre ensuite, parce que il y a ce dualisme, en fait, chez Shyamalan, il y a la vie de la caméra, et il y a la vie de ce qui est devant la caméra. Et donc, il y a cette idée, il faut qu'il sache exactement comment il va filmer pour pouvoir laisser vivre sur le tournage ce qu'il va filmer. Encore une fois, cette idée que ça finit par le dépasser. Et donc, il a des jeunes... Excuse-moi, je finis juste ma phrase parce que j'ai fini, Michael. Je dis juste, du coup, il a pris des jeunes cinéastes sous son aile et il a décidé de les former et de les laisser s'émanciper pour finalement peut-être qu'il le dépasse, en fait, pour laisser une nouvelle création, un nouveau regard de cinéaste qu'il a pris sous son aile dans sa démarche didactique. D'ailleurs, il a dû être très fier quand il a vu la palme de Titane. Parce qu'il l'avait repéré. Et toi, Bic, et par rapport à ça, par rapport à ces... T'allais y venir d'ailleurs, par rapport à ce que Oui. l'idée qu'il soit... Vas-y, je te laisse continuer, en fait. Ben, du coup, j'allais dire à peu près la même chose que Pierre, c'est que Shyamalan, à ce moment-là précis, on voit le plan est composé très bien. En gros, on voit Shyamalan qui regarde dans sa caméra, et on voit le reflet dans sa caméra, on voit qu'il est film plongé sous l'eau et pas ressortir. Donc, Oui. il est film en train de se noyer. Sauf que pour les films en train de se noyer, il faut qu'on les voit plus. Voilà. Et donc, justement, c'est notamment fait par la mort, par le fait que le personnage lui échappe par la mort, qu'ils arrivent à le battre, en fait. Parce que du coup, ils arrivent, s'ils n'existent plus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on les voit plus. À partir du moment où on les voit plus, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont tout puissants, encore plus puissants que lui. Parce qu'ils résident, parce qu'ils n'existent uniquement que dans le pouvoir de l'imaginaire. Voilà. C'est comme, je veux dire, à la fin de Hold, en tant que spectateur, tu peux te dire, c'est évident qu'ils ne sont pas morts, qu'en vérité ils sont en vie, qu'ils vont arriver à la fin du film.
Mais la question, c'est est-ce que ce n'est pas ta volonté, en fait, ta volonté de les voir survivre et gagner contre le film. Voilà. Et pour moi, Shyamalan, il dit qu'en fait, c'est la volonté du spectateur de les voir survivre et gagner qui fait qu'ils survivent et qu'ils gagnent face au réalisateur. Et beaucoup de détracteurs de Shyamalan disent que c'est un réalisateur avec un énorme ego à cause de ses caméos et du sens qu'il donne, notamment à cause du caméo dans Signe, tout ça. Et à cause de son rôle dans La jeune fille de l'eau. Et à cause de son rôle dans La jeune fille de l'eau également, beaucoup appuient là-dessus. Mais effectivement, faut dire, Shyamalan dans ses films est un réalisateur démiurge, c'est-à-dire qu'il contrôle le moindre petit détail. Sauf que si Shyamalan est un démiurge ou un dieu, un dieu pour citer directement la figure divine, ce dieu-là, il encourage les hommes à construire la tour de Babel. Voilà, il encourage les hommes parce qu'il veut être dépassé. Voilà, c'est ça le message en fait de Shyamalan. Et ça rejoint ce que je disais. Shyamalan contrôle la caméra. Il contrôle pas ce qui se passe devant la caméra en fait. Il contrôle la manière de filmer, la narration. Par contre, on finit toujours par se rendre compte que ce qui se passe, ce qu'il filme, finit toujours par le dépasser parce qu'il a aucun contrôle dessus. Il essaie de garder une prise dessus, mais finalement, le monde finit toujours par le dépasser. Le hors-champ finit toujours par dépasser le film. Finalement, presque il y a un hors-film qui se construit systématiquement chez Shyamalan qui le dépasse toujours. Et c'est pour ça, pour moi, chaque film de Shyamalan est une sorte de synecdoque, en fait. C'est une représentation du tout par la partie. En fait, systématiquement, il raconte une petite histoire, mais on finit toujours par comprendre qu'elle n'est juste un morceau, qu'un fragment, finalement qu'une case dans une bande dessinée plus générale, si on veut. C'est tout le temps représenter le tout par la partie. Il y a tout le temps, Shyamalan, quand on sort d'un film de Shyamalan, on se rend toujours compte qu'il y a une histoire et un monde beaucoup plus grand que ce qu'il nous a raconté, qui le dépasse et que le spectateur peut faire vivre finalement par sa propre lecture et son imagination. Parce que Shyamalan est un cinéaste de l'imagination. Il y a quelque chose d'assez passionnant aussi quand on prend le temps de revoir sa filmographie, c'est que selon moi il y a 3 parties. Et la troisième commence avec Old, selon moi. C'est que la première, c'est toute cette partie. Enfin, je parle pas des 2 premiers films que nous n'avons pas vus. Celle-là, je les mets de côté. La première partie pour moi commence avec Sixième Sens et se termine peut-être, on va dire avec La jeune fille de l'eau, où on a cette impression de voir un cinéaste extrêmement précieux, méticuleux dans la composition de ses plans, de son cadre, travaille beaucoup sur leur champ, l'histoire. Je veux dire, moi, j'ai jamais vraiment été extrêmement sensible à ces twists, à ces histoires que je trouve juste très épuré, sans plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un véritable metteur en scène dans l'idée même de créer une scène, une scénographie et de la travailler et de travailler la composition et donc de dilater de tellement épuré, ça en devient assez incroyable. C'est un ressort. Et donc c'est ça moi qui me passionne beaucoup plus chez lui. Pour ça que j'ai jamais été je me suis jamais passionné par les fins, ses fins. C'est plutôt comment il met en scène. La seconde partie, c'est cette partie un peu particulière, un peu foutraque. Peut-être qu'un jour il faudra la réévaluer ou la revoir ou je sais pas. C'est toute cette partie avec les 2-3 films dessus, enfin 3 films d'ambiance un peu science-fictionnesque, quelque chose comme ça. Je suis pas très à l'aise. On peut en parler peut-être. Et après il y aura peut-être 4 parties alors. Pardon. Et là donc la troisième serait cette partie où il revient avec Glass, visite, tout ça, et c'est intéressant parce que il se réapproprie des choses qui sont de l'ordre de la qui sont de l'ordre du phénomène de mode, hein, les films footage, tout ça. Et il en fait quelque chose qui est plus ou moins extrêmement pas aseptisé pour le coup. Et vous parliez, Pierre, tu parlais de la déformation de l'image. C'est fou parce que ce que je trouve vraiment intéressant dans son dernier film, et qui en plus est à l'image de ce qui fait que Shyamalan a toujours été un cinéaste qui, lorsqu'il se lance dans un film, c'est comme si il reprenait tout depuis le début, ce qui lui donne donc quelque chose d'intemporel. Et ce qui est incroyable avec Old, c'est que la composition de ses plans, le rythme, l'agencement de ses plans, le montage, il y a quelque chose de l'ordre pas du bazar, mais comme si d'une fragilité extraordinaire. C'est-à-dire que on a l'impression que les plans vont se casser la gueule, on a l'impression que le montage n'est pas assez maîtrisé, on a l'impression que rien n'est maîtrisé, et finalement on comprend que tout cela est à l'image de ce qui se passe à travers sur les personnages. C'est que il ne maîtrise rien, tout est bizarre.
tout est bizarrerie, tout est inquiétude, étrangeté, comme disait l'autre. Et donc, je termine ces quelques mots. Et ce qui est ça, c'est très bon, c'est que ça a des répercussions sur la mise en scène, sur cette caméra flottante, sur parfois même, pas des faux raccords, mais des faux raccords certainement. Et donc je me suis et en le revoyant, je trouvais qu'en fait c'était ça l'expérimentation chez Shyamalan. Et tu as trouvé le mot juste, c'est vraiment la déformation. C'est déformer cette image, c'est déformer et donc toutes celles et tous ceux qui eux se sont lancés dans le film en ayant comme envie de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre comment on se fait prendre et comment eux-mêmes se font prendre à travers les images qui les enferment et qui les tordent. Et c'est incroyable de voir que ce cinéaste, au bout de 10 et quelques films, continue encore de s'amuser comme s'il sortait d'une école de cinéma. Et ça m'a beaucoup fait penser à Odd quand tu parlais de déformation de l'image. Oui, c'est une forme de frénésie fragile en fait, Old, si on peut le dire. Et finalement, j'ai l'impression, en fait, quand je vois Old, j'ai l'impression de voir quelque chose, une exploration presque, si on voyait le film comme une entité, un peu comme Mister Glass en fait, qui se détruit, en fait, un film extrêmement fragile et qui du coup se brise, se casse, mais finit toujours par se reconfigurer, par muter, comme si en fait ce squelette parfait qu'avait établi Shyamalan cette structure parfaite se retrouvait en permanence confrontée à des bugs qui la faisaient dévier, se transformer, se déformer et muter, finalement pour toujours donner quelque chose de différent. Parce que Shyamalan a toujours fait ça sur un film, il a toujours fait une mutation en quelque sorte linéaire. Il y a toujours un regard qui s'est transformé progressivement au fil du film, sauf que là, parce qu'on prenait toujours d'un point de vue temporel les personnages sur un morceau de leur vie, et donc on voyait une mutation dans leur vie, de leur regard, un changement de leur regard sur le monde. Et c'est ça qui est intéressant pour moi chez le twist chez Shyamalan, c'est que c'est pas un twist scénaristique, c'est un twist sur la perception que les personnages ont de la réalité. C'est un bug dans leur manière, c'est un bug qui vient les reprogrammer et qui vient reprogrammer leur lecture de la réalité. Et le truc, c'est que Old, c'est un enchaînement, vu que c'est un panorama de vie raconté entièrement du début à la fin sur 1h30. C'est un enchâssement continu de bugs, comme c'est une structure comme les os en fait des personnages quand ils du personnage de la femme dont les os se brisent. Voilà. En fait, c'est ça, c'est une structure qui se brise et puis qui se resolidifie pour donner quelque chose de très solide et qui se rebrise, en fait, qui mute et qui se reconfigure en permanence. Et je trouve ça à la fois extrêmement ludique dans la mise en scène. Finalement, moi, je m'amuse devant Old fondamentalement. Et en même temps, c'est extrêmement intéressant et intelligent dans ce que ça permet de raconter, dans les questions que ça pose. Parce que c'est un film qui, presque toutes les 5 minutes, te re-questionne en permanence sur tout ce qu'il est en train de dire. Ça saisit très bien la fragilité de la vie, du regard qu'on peut avoir sur sa propre vie, sur le temps qui passe. Et enfin, voilà, Shyamalan, il disait très simplement il me semble que c'est une réplique de son film Praying with Anger, que j'ai pas vu, mais dans le livre dirigé par Hugues Desrolets, ils en parlent pas mal quand même de Praying with Anger parce qu'ils l'ont vu. Et il y a un moment, il y a un personnage, parce qu'il joue le rôle principal du film, Shyamalan, et il y a un moment, visiblement, il s'assoit avec sa copine et il dit, moi, j'ai juste envie de parler des choses importantes, en fait. J'ai envie de me poser de parler des choses importantes. Shyamalan, c'est ce qu'il fait avec tous ses films. Il parle des choses importantes. Sauf qu'avec Old, en fait, il déploie une énorme galerie de personnages, tous plus tordus de base, les uns que les autres. Et il regarde sur la durée d'une vie compressée en 1 heure, à travers l'objectif de sa caméra, comment est-ce que les choses importantes se transforment au fil d'une vie et du regard des personnages, quand ils sont soumis à des mutations continues, à un challenge continu, et à une souffrance continue, et comment ils arrivent à s'en sortir, en fait, finalement. Old, c'est l'histoire de personnages qui, surtout pour la famille principale, c'est l'histoire de 2 familles, enfin, c'est l'histoire de 2 groupes, une famille et des personnages finalement très fragmentés, finalement. C'est des personnages tous séparés, finalement. On a la déchéance de ce groupe fragmenté, qui est tous ces personnages qui sont dans une déchéance les uns après les autres, tous les visiteurs de la plage qui sont pas dans le noyau familial principal. Et puis, on a cette famille qui apprend, d'un autre côté, à refaire communauté. Et même s'ils finissent par mourir les uns après les autres,
y a une forme de victoire même pour les parents qui meurent parce qu'ils ont réussi à refaire communauté comme si on avait réussi à ressouder la structure en quelque chose sinon de stable, quelque chose de beau, d'appréciable, d'agréable. Et c'est juste c'est une mutation qui finit par devenir satisfaisante à la fin. Ouais, d'ailleurs, pour revenir sur les mutations des personnages dans Old, chose qui est intéressante à noter, c'est j'ai entendu quelqu'un, je ne sais pas non, dire que dans Old, les personnages étaient mauvais justement parce que c'est des personnages, c'était que des archétypes. Ce qui n'est pas fondamentalement faux au début du film, parce que si on regarde bien, je crois que je vois de qui tu parles. On a des personnages quand même assez archétypaux, et au final on n'est pas. Oui, on a dit qu'on ne sait très pas non. Donc, et les personnages, en fait, dans le film, sont toujours définis, ils se définissent toujours eux-mêmes par leur profession, par ce qu'ils font. C'est la première chose qu'ils font pour se présenter, pour se donner une certaine autorité intellectuelle, par exemple. Et c'est intéressant de regarder comment, par les mutations, en fait, par les déformations, peu à peu, ces personnages, ils vont se révéler tels qu'ils sont eux-mêmes. En fait, par exemple, un truc tout bête, mais le médecin, c'est un médecin qui est sûr de lui, dominateur, tout ça. Et au fur et à mesure où le film avance, c'est plus un archétype de médecin sûr de lui, un peu péteux. Au fur et à mesure, on comprend en fait que sa folie le prend en fait, il devient lui-même en fait. C'est vraiment, il apprend à ses personnages à devenir eux-mêmes avec ce que ça suscite de défauts, parce qu'on a des personnages qui tombent dans la folie pour le médecin, ou même la bimbo qui, quand ça se carrosse en plaques, qui se développe et qui du coup devient un monstre en fait. Et on a notamment en fait ces personnages qui sont des archétypes, qui ne se définissent que par des faits, leur profession, leur nom, tout ça, qui se mettent peu à peu à exister, avec le bien que ça engendre et le mal que ça crée. Voilà. Et il y a tout ça qui communique. Et ça rejoint aussi l'ambiguïté un peu morale que disait, dont parlait Pierre, c'est que quand ces personnages étaient uniquement des fonctions, entre guillemets, il n'y avait pas de problème. C'est quand ils se mettent à être eux-mêmes, en fait, que le dysfonctionnement commence à se créer, en fait. Mais en même temps, c'est en étant eux-mêmes qu'ils arrivent à exister, et c'est en étant eux-mêmes, en étant des enfants, malgré leur corps d'adulte, qu'à la fin, les deux enfants arrivent à s'échapper. Voilà. On a évoqué beaucoup de choses donc concernant, en tout cas, des choses qui nous parlent beaucoup dans l'œuvre de Shyamalan. On n'a pas tout dit, on peut pas tout dire, mais comme ça, on a cité quelques films, quelques personnages. Il y a encore deux, trois questions. On terminera sur une question très basique, très ludique, mais moi, je sais que il y a un film que vous aimez beaucoup de Shyamalan. Je crois même que c'est pour vous, pour vous, c'est son meilleur film. C'est La jeune fille de l'eau. Et c'est un film qui est, si je me trompe pas forcément, pas autant aimé que certains de ces films comme Sixième Sens, comme Akassa par exemple, qui est un film extrêmement connu et beaucoup disent même que c'est le plus grand film de super-héros. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que vous lui trouvez à ce film? Qu'est-ce que vous avez vu que beaucoup de gens n'ont pas vu dans La jeune fille de l'eau? La jeune fille de l'eau, ce qui est magnifique avec La jeune fille de l'eau, c'est que il nous demande littéralement de croire en quelque chose qui nous dit faux en fait. Et j'allais dire, La jeune fille de l'eau, c'est aussi un film qui permet d'expliquer un peu sa filmographie. Notamment, il y a un court échange de deux répliques entre le critique et le gardien, le personnage principal du film. Et à un moment, le gardien demande au critique, parce qu'il était allé au cinéma pour voir un film, et il demande qu'est-ce que vous avez pensé du film. Et il lui dit c'était un navet, encore une comédie romantique mièvre où les deux personnages finissent par s'embrasser sous la pluie à la fin. Et après il dit pourquoi tous les personnages s'embrassent sous la pluie. Et le gardien lui répond c'est peut-être pour je sais pas moi signifier le renouveau de quelque chose. Et le critique lui répond non, c'est pas ça, de façon catégorique. Et en fait c'est ça que je trouve intéressant, parce que le critique est méchant, méchant. C'est un personnage qui a tort dans le film. On nous dit clairement qu'il a tort. Voilà. Par exemple, parce que plutôt dans le film, le gardien qui allait le voir pour lui demander. Les critiques ont toujours tort dans les films, tu sais. Hein, c'est pas. Oui. Voilà. Non, et parce que plutôt dans le film, il était allé le voir pour lui demander des conseils. Et on s'est rendu compte que tous ces conseils étaient faux. Et donc cette idée que le critique a tort et qu'il dit ça, c'est cette idée en fait que
il n'y a pas à être catégorique en fait sur le film. Il y a pas, c'est le refus de l'avis catégorique en fait, c'est d'essayer de voir, d'essayer de lire quelque chose qu'on peut pas lire en fait. C'est le critique en fait, il a une analyse qui est froide. Le critique de ce film, il a une analyse qui est froide, qui est entre guillemets factuelle en fait, qui se veut objective. Alors que Shyamalan nous dit non, essaye de prendre la partie permissive du film et d'y lire quelque chose, même si c'est faux, même si c'est pas ce que le cinéaste a voulu y mettre, essaye d'y voir quelque chose. Même si c'est de la surinterprétation, il faut essayer d'interpréter ce qu'on voit en fait et de se l'approprier. Voilà. Il faut essayer faut vouloir voir dans un film quelque chose. Et en même temps, et c'est ce qui est toujours le plus beau dans les critiques ou les avis qui parlent de films et qui veulent y voir quelque chose qui est très personnel. C'est toujours très beau quand on parle d'un film de manière très personnelle, de comment on le perçoit nous. Je trouve toujours ça super intéressant. Par exemple, la vidéo de Pierre sur Incassable, ça qui est génial, c'est que il parle très peu d'Incassable dans sa vidéo en fait. Il parle de comment il le vit. Et c'est ça que nous dit Shyamalan en fait. Il nous dit qu'il ne faut pas regarder un film pour une simple analyse technique. La question qui est intéressante, c'est pas savoir si le film marche correctement. C'est la question, c'est qu'est-ce que tu arrives à y voir, qu'est-ce que tu y interprètes. Voilà. Alors évidemment, il faut que le cinéaste y aide, il faut qu'il te donne des choses intéressantes à analyser, à comprendre, un matériel intellectuel et sensitif intéressant. Voilà. Mais après, il y a un travail de spectateur à faire soi, qui est essayer de s'approprier le film, d'y voir quelque chose. C'est pour ça que pour moi, quand on regarde un film, si on n'aime pas le film, il y a toujours deux choses à remettre en cause, le film et soi-même. Voilà. Il y a beaucoup de films que j'aime pas et je dis pas que le film a des défauts, je dis juste que c'est peut-être moi. Si j'arrive pas à lire un défaut dans un film, je pars toujours du principe que c'est peut-être ma faute si j'ai pas aimé le film. Par exemple, un film que je fais reprocher souvent, Blade Runner, j'aime pas Blade Runner de Ridley Scott. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, j'ai dû le regarder 3 ou 4 fois, mais j'arrive pas à dire ce que j'aime pas dans le film. Voilà, j'arrive pas à trouver un défaut dans le film. Et donc, je pars toujours du principe que c'est ma faute si j'aime pas un film et que je n'arrive pas à expliquer pourquoi je l'aime pas. Voilà. Parce que c'est moi qui n'ai pas réussi à me l'approprier. C'est moi qui n'ai pas réussi à y voir quelque chose de plus. Voilà. Ça ouvre un autre débat, un autre sujet peut-être, où on reviendra là-dessus dans une autre émission, parce que là, tu viens de dire quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis peut-être pas forcément en accord avec toi, mais on va peut-être en reparler sur une autre émission. C'est très intéressant ce que tu viens de dire sur la réceptivité. Je vous comprends parfaitement. Décidément, vous êtes vraiment, comment dire, étonnants tous les deux. Pierre, je t'en prie. Moi, en fait, pour savoir pourquoi, enfin, ça revient un peu à ce que Michael vient de dire, mais je vais le tourner un peu à ma manière. En fait, pourquoi est-ce que j'aime tant La jeune fille de l'eau? Pourquoi est-ce que je trouve que c'est un film aussi beau? En fait, je vais poser une question simple. Ça veut dire combien de films as-tu vu dans ta vie qui te demandent frontalement de lire le sens du monde au dos d'une boîte de céréales? Alors, Paul Thomas Anderson aurait pu faire ça si vraiment il aurait pu faire un truc comme ça, Paul Thomas Anderson. Non, alors je pense qu'il y a d'autres manières de le faire, mais non, j'ai pas vu ça. C'est vrai que je l'ai pas vu. Enfin, pour moi, c'est une référence. Richard Donner l'a fait dans son Superman, où à un moment il y a Lex Luthor qui dit il y a des gens qui passent leur vie à étudier le cosmos sans rien trouver. Il y en a d'autres qui trouvent le sens de l'univers sur un emballage de chewing-gum. Pour moi, Shyamalan, il reprend très explicitement ça, et c'est une vision qui me parle beaucoup en fait dans la création de sens. Ah bah il y a Tom Hanks dans Seul au monde où il a son copain, le ballon, c'est peut-être un peu ça le sens de l'univers pour lui. Mais ça c'est des choses qui me parlent beaucoup, et finalement c'est un appel à une sorte de naïveté lucide, si on peut dire. Encore une fois, pour moi la formule clé de Shyamalan, c'est je sais que c'est faux, mais je l'accepte d'y croire comme si c'était vrai. C'est ça, pour moi, la vraie maturité du cinéma de Shyamalan. Pour moi, ça se déploie complètement dans La jeune fille de l'eau. C'est dans La jeune fille de l'eau qu'on voit à quel point, quel degré de naïveté lucide il exige de son spectateur, et à quel point il arrive à... En fait, moi disons que j'ai... Alors, pour revenir, encore une fois, je vais revenir sur moi. En fait, sur la manière dont je lis le film et le lien à qui je suis personnellement. Moi, alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis un étudiant de L3 en double licence physique-chimie. J'ai toujours été passionné par la science et par l'idée de comprendre la mécanique du monde. En même temps, j'ai toujours aussi été un athée assez radical sur ce point-là. Donc, j'ai toujours bien aimé, mais pourtant, j'ai toujours adoré
la fiction et les questionnements qui se posent par les choses purement fictives qui relèvent uniquement de la fiction et non de la réalité. Et donc j'ai toujours aimé compartimenter, en fait, trouver un moyen de concilier cette envie radicale de connaître la vérité du monde objective et en même temps d'être capable d'y trouver un sens arbitraire, en fait. Et pour moi, Shyamalan, justement, effectue à un degré assez impressionnant cette gymnastique intellectuelle pour compartimenter ce qui est vrai et ce qui est faux, ce en quoi je crois et ce qui est vrai et ce en quoi je crois, en fait. Il exige cette gymnastique intellectuelle de bout en bout en acceptant de dire, bon, voilà, je vous montre quelque chose d'incroyablement naïf, mais moi j'y crois et vous allez y croire. Et vous saurez que c'est faux, mais vous allez y croire. Comme un enfant qui sait très bien que quand il joue au pirate, il sait très bien qu'il n'est pas un pirate, mais il est capable d'y jouer. Alors pourquoi vous, adulte qui est censé être plus mature, vous ne seriez pas capable de faire ce raisonnement vous aussi? Et pour moi, ça, c'est frontal dans La Jeune Fille de l'eau, et il arrive à imprégner ça dans sa mise en scène. Bien sûr, parce que c'est pas juste l'idée qui compte, c'est aussi la manière dont il le met en scène. Dans sa mise en scène avec ses personnages colorés, en fait, cette résidence, finalement, ça me rappelle un peu pour moi, cette résidence avec tous ces personnages haut en couleur, c'est un peu c'est un peu Twin Peaks. C'est un peu la communauté de Twin Peaks dans un immeuble, en fait. Au niveau des interactions un peu tordues, un peu haut en couleur. Donc, en fait, c'est une résidence remplie de couleurs, remplie de compartiments avec des vies extravagantes, finalement, dans chacun de ces appartements, qui arrivent à se lier pour faire communauté. Chacun arrive à croire dans l'autre, en fait, finalement. C'est ça. Ils sont tous extrêmement distincts. Ils ont tous une identité distincte qui est travaillée par la multiplicité des espaces, alors qu'on est dans un seul immeuble. Et finalement, à la fin, chacun apprend à tendre la main vers l'autre, à croire dans la fiction que l'autre se raconte. Et finalement, c'est un grand film sur la communication, pour moi, La Jeune Fille de l'eau. Apprendre à croire... la voix off, en fait. Le film commence par une petite séquence en animation qui te présente la mythologie du film, avec une voix off qui te conte littéralement l'histoire du merveilleux, de ces histoires du merveilleux. Là, on est au-delà du fantastique, on est carrément dans le merveilleux pour moi dans La Jeune Fille de l'eau. Shyamalan a beaucoup travaillé le fantastique, une légère déformation dans le réel qui crée l'étrangeté. Pour moi, avec La Jeune Fille de l'eau, il bascule complètement dans le merveilleux pur. Et il y a cette idée, à un moment, la voix off dit, mais en gros, que les nymphes, les narfs viennent transmettre des messages à l'humanité pour l'aider. Et il dit, mais on sait très bien, mais l'homme n'est pas très bon pour écouter. En fait, c'est un film qui, La Jeune Fille de l'eau, c'est un film très simple qui, en fait, apprend juste aux gens a juste envie d'apprendre aux spectateurs à écouter. Et je trouve ça très simple et en même temps très beau. Et en fait, pour moi, les gens qui détestent La Jeune Fille de l'eau, qui sont nombreux, c'est juste des gens qui ont refusé d'écouter. Quel serait pour vous deux, et je ne dis pas qu'on termine la conversation, en tout cas, il y aura, je pense, une suite à cela, peut-être pas avec Shyamalan, mais avec autre chose, j'en suis persuadé. Question ludique, donc très basique. S'il y avait un seul plan, dans toute l'œuvre de Shyamalan, ce serait lequel pour vous? Alors... Ça, c'est dur. Un plan, voire une séquence. Allez, je suis sympa. Une séquence. Ça va, une séquence, ça va. Ah, mais moi, je peux vous dire, moi, le mien. Parce que quand même, c'est pas drôle. Et bien évidemment, comme c'est chacun son propre, ça risque d'être anodin pour les autres. Mais il y a un plan, moi, qui me bouleverse et qui ne pas extraordinaire d'une manière objective, mais subjectivement, pour moi, ça l'est, c'est bouleversant. C'est dans Le Village, et c'est quand les fameux monstres arrivent, et il y a ce personnage aveugle qui est sur le perron de la maison et qui tend la main comme ça, et on voit, et ça vous en aviez parlé, Pierre et Michael, cette idée tout le temps d'en arrière-plan, de flouter quelque chose qui va arriver avec c'est très déformant, le miroir, tout cela. Et au moment où on le voit s'approcher donc de ce personnage, il se passe un truc fascinant, c'est que il y a Joaquin Phoenix qui la prend par la main et qui l'entraîne dans la maison.
en ralenti, c'est vrai qu'il y a ce procédé un peu facile et avec une petite musicalité aussi qui est là. Mais je trouve qu'il y a la plus belle des beautés, pour paraphraser Rick, dans ce moment très anodin, très court. Et je trouve que ça fonctionne. Et c'est un plan qui me bouleverse, moi. Donc, voilà, ce serait le plan pour moi. Pour moi, d'ailleurs, pas forcément un plan typiquement Shyamalanien, mais il y a quelque chose qui s'en dégage. Alors, pour moi, justement, c'est un plan typiquement Shyamalanien parce que je vais. En fait, je l'ai pas dit, mais en fait, c'est ça que j'ai oublié de dire. Il y a, en fait, pour moi, Shyamalan, il y a un plan typique. Je me posais la question, c'est quoi un plan par Shyamalan? Et en fait, justement, pour moi, un plan par Shyamalan, c'est un plan où il y a où en fait, tu as 3 niveaux. Dans le plan, tu as l'arrière-plan, tu as le premier plan et tu as le hors-champ, en fait, systématiquement, où se trouve le spectateur. En fait, le spectateur se trouve dans le hors-champ. Et en fait, pour moi, un plan typiquement de Shyamalan, c'est un plan où c'est comme ce plan où tu as la main tendue. D'un côté, tu as une histoire qui se passe dans le premier plan, qui est l'histoire d'amour entre les deux personnages, et puis une histoire simplement d'une femme qui tend la main vers l'inconnu en espérant avoir une réponse. Finalement, ça rejoint cette idée de savoir écouter, en fait, finalement. Savoir tendre la main en attendant une réponse, simplement. Et à l'arrière, tu as cette histoire fantastique de monstres, de mythes qui se déroule. Et un plan typiquement Shyamalanien, c'est un plan qui déroule plusieurs histoires en un seul plan. Dans le même cadre, il déroule plusieurs histoires et il les articule pour les faire communiquer entre elles, en fait. C'est un cinéma qui part toujours, en fait, mais de toute manière, la progression d'un film de Shyamalan, c'est on part toujours d'une cellule familiale complètement éclatée, complètement fragmentée, et le but, c'est de recréer la communauté. Et Shyamalan fait ça d'un point de vue formel dans ses films. Son but, c'est de montrer des histoires qui se passent sur des plans différents de l'image et de les faire communiquer dans une même image, en fait, plusieurs histoires différentes. Et si tu remarques, enfin, c'est dans La jeune fille de haut, c'est ce qui se passe aussi le tout premier plan du film où tu as le personnage de Paul Giamatti qui en fait écrase une bestiole dans le hors-champ. Donc tu as l'histoire du hors-champ de la bestiole qui se fait écraser que tu verras jamais. Tu as la famille derrière qui est complètement paniquée et tu as Giamatti qui est que tu vois au premier plan en train de faire ça, en train d'écraser la bestiole. Et son but, c'est 3 histoires différentes qui s'articulent ensemble. Dans Signe, c'est pareil, il y a tout le temps ça, il y a la scène où Mel Gibson rentre chez lui, où on voit Joaquin Phoenix en premier plan qui regarde la télé, les enfants qui mangent en arrière-plan, il y a Mel Gibson qui rentre, et finalement ces 3 histoires qui ne communiquaient pas, qui sont sur 3 plans différents de l'image, vont commencer à communiquer. Pour moi, c'est ça une image typiquement Shyamalanienne, c'est une image qui fait communiquer les histoires entre elles. Donc Shyamalan, pour moi, c'est un cinéaste de la communication. Pour revenir sur un plan très beau dans Hold, aussi, qui a cette idée-là, le plan d'ouverture de Hold, c'est qu'on voit toute la famille dans la voiture. Il est très intéressant parce qu'en fait, il joue autant sur la profondeur que sur la largeur. En fait, au premier plan, il y a la mère, au deuxième plan, il y a l'adolescente, et tout au fond de la voiture, il y a l'enfant. Et en fait, si on regarde bien sur la largeur, on voit que si on regarde le plan totalement, il y a l'enfant qui est aussi près de l'adolescente que de sa mère. Mais par contre, entre la mère et l'adolescente, il y a une rangée de fauteuils au milieu. Et donc, c'est visuellement, il fragmente la famille en plusieurs parts et il montre comment l'enfant arrive à aller de tous les côtés en même temps. Et tout avec cette idée de profondeur, l'enfant au fond, la mère devant, il y a une ligne temporelle qui se raconte. Voilà. Donc il arrive à la fois à parler de temporalité et à la fois de relationnel et de la famille, de cette cellule qui s'éclate pour se recréer. Du coup, il faut bien répondre à la question à un moment. Mais oui. Non, mais vas-y, je t'en prie. Oui. Répondre à la question, je sais pas si c'est mon plan préféré, mais là, c'est le premier qui me vient en tête. C'est un plan dans Signe, le Signe que j'adore particulièrement. Et en fait, c'est un plan quand il y a... Enfin, c'est pas un plan, c'est plutôt une séquence, je triche un peu, c'est une séquence. Et en fait, c'est quand ils sont dans leur voiture, et il y a l'enfant de la famille qui joue avec un babyphone que l'a donné la policière en disant c'est comme si c'était un talkie-walkie. Donc il fait comme si c'était un talkie-walkie en fait. Donc il s'amuse. Il y a cette idée également, comme disait Pierre, d'un enfant qui joue au pirate. Il sait que c'est pas un pirate, mais il a envie d'y croire quand même. Ben là c'est pareil. Il sait que c'est un babyphone et pas un talkie-walkie, mais il y croit quand même. Donc déjà il y a cette idée-là qui revient. Mais sur cette séquence, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le babyphone il capte les interférences des aliens. Et donc il y a tout le monde qui sort de la voiture, qui s'arrête, qui a la main posée sur la voiture et qui, comme si tout était statique à un moment,
Et il y a effectivement de qu'est-ce que c'est en fait, un peu cette peur. Et à un moment, tu as le personnage de Mel Gibson le personnage de Mel Gibson rationalise en fait l'interférence de babyphone tant que c'est pas sûr en fait. Il y a le champ contre champ entre Mel Gibson et son fils qui est filmé d'un point de vue adulte. C'est-à-dire que Mel Gibson est filmé en plein cadre et l'enfant il n'est pas filmé de son point de vue. Il est filmé du point de vue de Mel Gibson, ce qui fait qu'en fait on voit juste ses yeux au-dessus de la voiture, en fait, au-dessus du truc de la voiture, donc on voit juste ses yeux comme ça. Et au fur et à mesure que l'interférence s'intensifie, qu'on capte de mieux en mieux que c'est le regard de l'enfant qui gagne, eh ben la mécanique du mouvement change et en fait ils font pour mieux capter le babyphone, ils font monter l'enfant au-dessus de la voiture et Joaquin Phoenix le porte au-dessus de la voiture, ce qui fait qu'en fait son regard qui était tout en bas, eh ben il devient prédominant dans le cadre, il devient la chose la plus importante du cadre. C'est notamment Shyamalan qui nous dit d'essayer de voir le monde, de voir son film avec un regard d'enfant. Et ça, je trouve ça magnifique. Et en même temps, ça enterrait aussi Shyamalan comme cinéaste de la communication parce qu'il y a cette idée de collaboration pour hisser le regard d'enfant en haut. Donc en fait, ça articule toutes ces notions-là. Et toi, Pierre, ce serait quoi, toi, ton... Alors moi, j'ai un plan qui s'articule dans une séquence, en fait. Donc, je vais en parler. En plus, j'ai une histoire personnelle avec cette séquence qui est très intéressante parce que la première fois que j'ai fait une analyse filmique de ma vie, c'était une analyse de cette séquence à l'oral en cours de philosophie. Parce que mon père, j'en parle un peu dans ma vidéo sur la cassette, je crois, où mon prof de philosophie en terminale aimait beaucoup, en fait, nous proposait, si on était volontaire, de faire volontairement des exposés devant la classe où il nous donnait en fait un créneau d'1 heure où on prenait un sujet qui était en lien avec le programme et pendant 1 heure, on était libre de faire un exposé sur la forme qu'on voulait, interactif avec la classe, comme on voulait, et de s'exprimer, en fait, de s'approprier le programme à notre manière. Et au chapitre sur l'art, en fait, il avait dit, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des analyses d'œuvres? Et moi, j'ai dit, j'ai dit, oui, monsieur, moi, je veux analyser un cassable. Et donc, j'ai fait mon petit exposé sur un cassable, voilà. Et puis, à un moment, je me dis, bon, et puis à un moment, je passe une séquence que je choisis d'analyser en direct et ensuite d'en débattre avec la classe. Ça a été la première expérience d'analyse réelle de cinéma de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai une histoire très personnelle avec cette séquence qui est aussi ma séquence préférée de la filmographie de Shyamalan. C'est le flashback sur l'enfance d'Elijah dans Incassable. Qui, en fait, pour moi, c'est un peu un condensé de la filmographie. C'est un court-métrage en soi qui condense l'intégralité de la filmographie de Shyamalan. Et avec cette idée au départ, on part d'Elijah qui se voit dans le reflet de la télé cathodique. On a ce personnage qui broie du noir et qui en même temps est dans cette télé cathodique qui lui déforme les distances comme si on avait une courte focale en fait. Avec ce truc très déformé. Et puis tu as sa mère qui arrive. Il y a sa mère qui arrive, qui du coup est haute par rapport à lui. Et donc du coup, vu que la télé arrondit, déforme, en fait amplifie les distances, c'est comme une lentille à courte focale, t'as la mère qui est complètement déformée, en fait, comme si elle effectuait un arc de cercle visuellement autour d'Elijah qui est au centre de la télé, donc quasiment pas déformée. Et finalement, elle lui parle et elle n'arrive pas à établir la communication, elle doit se baisser pour établir la communication, et là, du coup, elle est plus déformée, elle est sur le même plan qu'Elijah. Et puis, elle lui parle de son cadeau, il avance, et on voit à travers la vitre le cadeau sur le banc devant le parc où tous les enfants jouent. Et ce qui est intéressant, c'est que la vitre, c'est une vitre en verre, mais oui, ce verre qui n'est pas parfaitement lisse, en fait, qui fait que quand on bouge, on voit des déformations de l'image. Donc, quand en fait, l'image commence à se déformer à travers le point de vue d'Elijah, encore une fois, jusqu'à ce qu'on arrive à ce banc, où encore une fois, l'image va être obstruée par le banc. Et en fait, la première fois qu'on va avoir un plan vraiment clair et vraiment net, c'est quand il va ouvrir ce paquet cadeau et qu'on va avoir cette couverture de comics qui va prendre et qui va faire tourner parce qu'elle est à l'envers, et on a la caméra qui l'accompagne dans son mouvement, et en fait, c'est le twist chamalanesque résumé en un point, en un plan, c'est le regard qui change, c'est un personnage dont le regard sur le monde se twist, en fait, vire littéralement à 360, fait un tour complet, sa vision du monde se transforme radicalement juste en voyant une couverture de comics qui d'un seul coup... avec ses couleurs pétantes, en fait, ces personnages archétypaux, habillés dans des costumes pétants sur un fond violet, qu'il définira plus tard,
change d'un seul coup sa perspective sur le monde parce qu'il accepte d'y croire et il y voit un sens. Et finalement, ça résume un peu tout, c'est l'idée de la communication avec sa mère lui fait, en fait, il renoue la communication avec sa mère et finalement, et il en vient à créer sa propre fiction par cette interaction avec une œuvre qui est le comic book, qui d'ailleurs est très prémonitoire parce qu'on a ce héros habillé en vert face à une bête, qui combat une bête jaune sur un fond violet. C'est Glass. En fait, il reprend l'iconographie. Glass, il reprend juste l'iconographie de la couverture qu'il a créée dans Incassable. Et donc finalement, c'est ça. C'est un peu l'enterrement. En fait, voilà, c'est un peu l'enterrement du jeune Elijah Price. Voilà, c'est ça. C'est en voyant cette couverture de comics, il enterre le gamin blasé qu'il était et il regagne cette foi dans lui-même finalement. Parce que Shyamalan, c'est ce qu'il disait. Shyamalan dit qu'il n'aime pas la religion parce que la religion place un dieu au-dessus des hommes et finalement le potentiel des hommes viendrait d'une force extérieure. Shyamalan dit moi je crois pas en Dieu. Ce qui me gêne avec les religions, c'est que pour moi la force, c'est pas une force extérieure qui anime les hommes, c'est une force intérieure. Et finalement c'est ça. Et déjà il renoue avec lui-même, il enterre l'ancien lui qui était complètement brisé intérieurement pour finalement sur sa tombe écrire à suivre, comme l'avait fait Grant Morrison dans un de ses comics, et faire naître le Mr. Glass dans toute sa splendeur qui trouve sa place dans le monde juste en voyant une couverture de comics. Et ça, je trouve ça sublime, la manière de concentrer le sens du monde dans un objet aussi trivial et aussi finalement aussi trivial et aussi incongru qu'une couverture de comics. En plus, c'est bien, c'est que ça répond à la question initiale de Samir qui était pourquoi est-ce que Shyamalan est un peu le cinéaste américain de la maturité. C'est comment il filme ça, c'est justement il filme l'homme mature par son pouvoir à voir des choses et à s'élever par lui-même en fait. Je crois qu'on n'a pas encore tout dit sur ce cinéaste, je dirais pas en devenir, mais en tout cas c'était un plaisir de vous écouter surtout. Il n'y a pas eu trop de dialogue, mais c'était plus vous écouter. C'était étonnant et très intéressant. Je ne regrette rien. Le lien qui renvoie à votre chaîne se trouve dans le descriptif. C'était vraiment un plaisir. C'est l'une de mes plus belles émissions que j'ai pu faire sur Microciné depuis qu'elle existe et c'était vraiment passionnant. On va se retrouver pour autre chose plus tard. On verra. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, allez les voir. Le seul reproche que je pourrais vous faire, c'est que vous vous reposez un petit peu trop sur vos lauriers, mais en même temps, vous faites 3 heures, 4 heures par émission, ça va être compliqué d'en faire trop ou pas assez, et je pense que vous avez aussi d'autres impératifs. Mais faites beaucoup plus d'émissions, parce que je crois que, en tout cas, on essaie. Moi, personnellement, j'en demande. Si ça peut te consoler, j'aimerais en faire beaucoup. Consoler, mais... Normalement. Ouais, normalement, ce mois-ci, il y en a 2. Normalement, on fait normalement les prochains qui arrivent, c'est Bruno Dumont et Pascal Logier. Voilà, Bruno Dumont et Pascal Logier. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Michael, c'était vraiment un plaisir. Et je répète inlassablement, la table en formica, le lien dans le descriptif. Ils étaient là pour parler de Shyamalan, c'était leur carte blanche et merci beaucoup d'être venus chez Microciné. On se retrouve très 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 vite. Je vous souhaite une agréable fin de journée à vous deux. À toi aussi Samir, merci. Merci à toi, on dit au revoir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.